discours est sans concession quand il s'agit de défendre une Afrique digne et libre. Figure de la nouvelle génération de panafricanistes, il est à Ouagadougou pour dire que le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest seront le tombeau de l'impérialisme. Gilles Robert Kapochichi, Kémy Seba, est dans la surface de vérité ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue dans le fauteuil blanc. Bonsoir à vous, cher frère. Pour la deuxième fois que vous passez sur ce plateau, justement. Il y a quelques années, les agents de la France-Afrique ont cru bon d'essayer de m'arrêter et de me faire expulser. C'est ce que vous avez dit à votre descente d'avion au Burkina Faso. Vous revenez donc peut-être en terrain conquis. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce Burkina Faso dirigé par le président Ibrahim Traoré? Avant toute chose, c'est important que je vous remercie pour l'invitation, que je profite de ce plateau, comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, pour remercier l'accueil qui m'a été fait, je ne vais pas dire simplement à l'arrivée, mais qui m'est fait de manière quotidienne depuis mon arrivée ici au Faso. Vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité des gens. De manière générale, dans les pays d'Afrique où nous voyageons, à l'exception des dirigeants, on a toujours un accueil chaleureux, mais l'accueil est particulièrement chaleureux et fraternel ici, et je ne l'oublierai pas. Je rajouterai que, de manière générale, les gens qui s'opposent au panafricanisme que nous activons avec quelques autres en ce début du XXIe siècle ont la malchance par la suite de se retrouver de l'autre côté de l'histoire. J'essaye de faire un panorama rapide. Au Niger, Bazoum nous a persécutés. Aujourd'hui, je suis très proche du général et du président Tiani. Du côté du Mali, paix à son âme, l'ancien président Ibeka nous a persécutés. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, il est au-delà aujourd'hui. Je n'aurai pas de propos malencontreux à son égard, mais aujourd'hui, nous avons de bonnes relations avec les autorités. Ici, on a été arrêté sous M. Kaboré, on a été arrêté sous M. Damiba. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, nous avons été reçus ce matin en audience par le président de la République. Une réunion chaleureuse, fraternelle, où beaucoup de points stratégiques ont été évoqués. Et c'est le vent de l'histoire. C'est le cycle de l'histoire dans lequel nous sommes, un cycle d'autodétermination, un cycle où c'est les masses qui parlent. Alors l'oligarchie occidentale va parler de populisme, parce que quand ce ne sont pas ces technocrates qui sont à la tête de nos États, qui sont placés et qui font la talakou, l'oligarchie néolibérale, ça leur pose problème. Mais nous avons décidé aujourd'hui que c'était la voix de la nouvelle génération qui devait s'entendre. Et le président Ibrahim Traoré fait un travail extraordinaire à mon sens. Il est en train de redonner, avec les autres présidents de l'AES, je n'ai pas caché ma proximité avec le président Tiani, mais je suis aussi très proche idéologiquement, évidemment très très proche du président Traoré, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et il donne de l'espérance à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Un peu partout où nous travaillons avec l'ONG Urgence panafricaniste aux quatre coins du monde, où nous mobilisons les populations noires, africaines, afro-diasporiques ou mélanésiennes de manière générale. Le nom du président Ibrahim Traoré résonne aux côtés de tous ceux et de toutes celles comme nous autres qui se battent contre l'impérialisme. Le président Ibrahim Traoré est un signe du temps, un signe de changement. Et il était important que je réponde favorablement à l'invitation qui m'a été faite pour apporter le soutien au combat qui se mène ici. Combat de la société civile qui a abouti au combat du sommet à travers le président Ibrahim Traoré. Alors, vous dites, vous avez été persécuté par le passé dans ces trois pays-là. Entre autres. Persécuté pour vos opinions surtout, c'est bien ça? Votre engagement? Je vous laisse la perception, mais je pense que c'est ça. La liberté d'expression, ça représente quoi pour vous? La liberté d'expression, pour moi, c'est la base. Dire ce que l'on pense, surtout quand on est dans une société injuste. Il y a un adage qui dit, dans une société injuste, toute loi, quelque part, est nulle et non avenue. On ne peut pas respecter des lois injustes, issues d'un système injuste, et on ne peut pas respecter des dirigeants qui, au lieu d'être le parapluie, le toit qui protège leurs concitoyens des intempéries, deviennent, in fine, quelque part, des toits troués qui permettent aux intempéries de nous toucher, de nous noyer, de nous abîmer, de nous éroder. Et on a eu malheureusement, depuis l'établissement de cette France-Afrique, trop de dirigeants qui étaient des agents,
qui le sont encore aujourd'hui. Hein. On a le cas de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, on a le cas du Bénin, mon pays, que j'aime tant, avec le président Patrice Talon, des gens qui sont beaucoup plus proches de l'oligarchie néolibérale occidentale que de la souveraineté populaire. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est un contresens historique aujourd'hui. D'accord. Alors, au Burkina Faso, des citoyens critiques vis-à-vis de la gouvernance sont réquisitionnés et amenés au front de la lutte antiterroriste pour leurs opinions également. Ça vous pose un problème? Alors, je vais vous répondre très clairement. On est dans un état de guerre aujourd'hui. On est dans un état de guerre avec une destruction du Sahel, une déstabilisation qui a été opérée par ceux qui sont aujourd'hui les donneurs de leçons, des droits de l'homme, etc., le gouvernement américain, le gouvernement français. Ils ont fait en sorte que le feu est au Sahel. Et quand une maison est en feu, la priorité, quelle est-elle? C'est d'éteindre le feu, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a le feu dans votre maison, s'il y a un de vos enfants qui vous dit « Papa, je me plains parce que tu ne m'as pas donné mon goûter aujourd'hui ou parce que je n'ai pas eu le cadeau que tu m'avais promis », la première des règles va être, avant de songer au cadeau, avant de songer au goûter, éteignons le feu. Et le process pour éteindre le feu peut être discutable. Moi, je pars du principe que la liberté d'expression est vitale. Clairement. Je ne suis pas président du Faso et je laisse la gestion de la vie de la cité au président, c'est sa responsabilité. Mais une chose sur laquelle je peux opiner de manière très large et très simple, c'est qu'en ce qui concerne la nécessité de mobiliser les forces contre les forces terroristes ou les proxys du néocolonialisme, je pense que c'est une démarche novatrice et intéressante et importante. On va parler du goûter qui n'a pas été donné, ou de la parole qui a pu heurter un enfant, ou d'une décision qui n'a pas été bonne. On en parlera quand le feu sera éteint. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. A fortiori, quand le chef de la maison se bat contre ceux qui mettent le feu. Et je différencie le chef de la maison qui se bat contre ceux qui mettent le feu de certains chefs de maison, comme ceux dans mon pays ou en Côte d'Ivoire, qui travaillent avec ceux qui mettent le feu. Là, ceux qui se plaignent du chef de maison qui se comporte mal pour éteindre le feu sont légitimes. Plus légitimes que ceux qui attaquent ceux qui essayent véritablement d'éteindre le feu. Peut-être que ces chefs-là ont des options qui plaisent à leur peuple. En tout cas, au Bénin, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que la majorité de la population est muselée. Je suis béninois, j'y vis. Muselée Comment ? La majorité de la population est muselée. Écoutez, je pense que vous suivez quand même l'opinion publique et l'opinion même, pour le coup, on va dire internationale. Et comment vous faites mesurer la majorité de la population dans les États de l'AES? Je vais commencer par le Bénin. Qui vous prouve qu'ils ne sont pas muselés également? Et je vais vous revenir, si vous permettez, si vous voulez des réponses complètes et structurées pour que le public puisse comprendre. Parce que je pense que c'est important qu'on soit pédagogique. Vous avez parlé des autres pays. Le cas du Bénin, par exemple, jusqu'à preuve du contraire, la communauté internationale a déploré de manière générale, quoi qu'on pense de cette dernière, la réduction et la restriction des libertés, les mesures coercitives qui sont employées de manière spectaculaire pour écraser toute force de contestation politique contraire, d'accord, dans le cadre de la participation de la vie de la cité au Bénin. Le président Talon est rentré dans une dynamique autoritaire dans le pays qui était le pays de la conférence nationale, quoi qu'on pense de cette dernière qui était viciée pour bon nombre d'entités observatrices réelles. Et on a, en plus de cela, un président qui a renforcé de manière historique, comme jamais aucun président ne l'a fait auparavant, même le président Yahya Boni n'a pas fait ça, qui a renforcé ses liens avec la puissance néocoloniale. Et ça, ce n'est pas Kémy Séba qui se lève pour le dire, c'est, au-delà des observateurs internationaux et sous-régionaux, la population qui se plaint massivement de cette réalité-là. Maintenant, je vais revenir sur l'AES, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible, et je comprends votre opinion entre les lignes qui consiste à dire que ça ne va pas et que, selon vous, il y a un certain nombre de choses qui doivent être discutables. Tout est discutable. Je parle de factuel, oui. De choses factuelles. Non, le fait de l'un, j'étais avec le président dira peut-être autre chose. Donc le fait de l'un n'est pas toujours le fait de l'autre. Mais moi, je vais essayer de donner un regard aérien sur cette réalité avec une dynamique de recul. Il y a de toute évidence une restriction, clairement, de la liberté d'expression dans les pays de l'AES. Elle n'était déjà pas grande, disons la vérité, avant, d'accord ? Mais il y a une différence. Et moi, cette différence m'interroge, m'intéresse, et je veux qu'on réfléchisse ensemble. Auparavant, sous Blaise Compaoré, qui dirigeait votre pays pendant des années, il n'y avait pas de liberté d'expression. Mais en plus, on avait un dirigeant qui
bradé tout à l'oligarchie française, jusqu'à preuve du contraire. Il y a eu par la suite la chute de Blaise Compaoré, la prise de pouvoir par Kaboré et Roch-Marc Kaboré, que je salue, et qui a donné un sursaut de liberté d'expression nouveau qui n'avait pas été reconnu pendant de nombreuses années. Mais le climat politique, social, sécuritaire s'est détérioré et la population du Faso s'est plaint du manque de poigne pour protéger le pays, pour aller vers l'offensive face à la montée d'un terrorisme qui était une arme sous proxy des autorités avec lesquelles le président Kaboré travaillait. Il y a eu Damiba, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, vous le savez, et aujourd'hui il y a le président Traoré. Il y a des gens que je vois, que j'ai vus, qui se plaignent, peut-être comme vous en off, je ne sais pas, qui se plaignent du fait qu'il y a un recul drastique de la liberté d'expression. Et je veux qu'on parle de manière concrète. Je vais en Amérique du Sud voir nos populations afrodescendantes persécutées. Je vais aux Antilles. Je vais partout en Afrique. Votre président donne de la fierté à beaucoup de gens. Je veux que vous réfléchissiez sur ça. Depuis Sankara, il n'y a pas eu un seul président, et je ne fais pas d'atalakou, j'essaie de parler de manière factuelle, qui donne autant de fierté aux populations africaines et afrodescendantes que le président Ibrahim Traoré. Peut-être qu'il y a des choses maintenant, selon vous et selon d'autres que j'ai pu croiser dans la rue, qui m'ont dit que certains n'étaient pas d'accord, d'autres étaient très fans du président, d'autres l'étaient moins. Moi, j'entends tout le monde. Mais je retiens un adage qui dit « Certains essayent de cracher dans le puits pendant que d'autres essayent d'y prendre de l'eau. » Moi, je vois le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Votre pays est en guerre, comme la plupart de nos pays dans la sous-région. Et on a un président qui a décidé de couper le cordon de manière factuelle et viscérale face à la puissance coloniale. Et ça, je pense que rien que pour cela, on devrait être dans une démarche de l'encourager. Et s'il y a des choses que vous estimez, parce que ça c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne, qui ne vont pas ou qui doivent mieux aller, ce n'est pas au moment où il est au front avec les autres qu'il faudra peut-être aller le voir et échanger pour ceux qui le peuvent avec lui. C'est mon point de vue, et je parle en tant que leader d'opinion panafricaine. Donc les opinions ne doivent plus être exprimées publiquement, non, vous voulez dire, je pense que procéder autrement. Non, je dis que quand il y a un leader émancipateur, très clairement, quand on a un leader qui lutte contre le néocolonialisme, et ça me fait penser à Sankara. Je vais vous dire une chose, vous savez que Sankara, on a tendance à déifier aujourd'hui, le président Thomas Isidore Sankara, il aimait bien le débat contradictoire. Il aimait bien le débat, mais certains se plaignaient de son côté autoritaire. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'avoir beaucoup oublié ici au Faso. Beaucoup de gens se plaignaient, on peut retrouver des articles, des coupures de presse encore, beaucoup de gens se plaignaient de son côté. Peut-être aussi que si on les avait écoutés, Sankara serait encore là. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont contribué à le fragiliser aussi, parce qu'à la fin de son mandat, avant qu'il soit assassiné, il disait qu'ils se sont incompris par son propre peuple. Ça doit nous faire comprendre que même les plus grands leaders se sont sentis, au Faso y compris, incompris par leur propre peuple. Ça nous laisse comprendre que peut-être que ceux qui se plaignent du président Ibrahim Traoré, ce serait peut-être plein de Sankara hier. C'est peut-être aussi le devoir du leader de se faire comprendre. Ça, c'est à lui que vous devez parler. Je ne suis pas le président du Faso. D'accord. Alors, l'espoir, justement, vous le sentez? Vous le sentez-vous dans ces pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger? Pas vous? Bien sûr que je le ressens, même si j'admets qu'il y a des pratiques qui doivent pouvoir cesser également. Voilà. Alors, véritablement, est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur une trajectoire solide vers la souveraineté, ou alors le discours souverainiste, on le sait aussi, c'est un discours qui est porteur, qui attire des sympathisants, qui mobilise justement le public, ou alors c'est peut-être cela qu'il faut voir. Mon cher frère, moi je me souviens qu'il y a une époque où le discours souverainiste qu'on tenait ne plaisait pas. On a travaillé pour que ce soit un discours qui devienne audible et qui touche la masse. Il faut qu'on en parle aussi. On a travaillé, ça fait 25 ans que je mène ce combat politique avec d'autres. Et sur le terrain, aller en prison, prendre des coups. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où ce discours est devenu, si on doit reprendre Gramsci, le discours de la victoire dans la bataille culturelle. Et c'est un discours qui, comme vous le dites, merci de le concéder, politiquement est devenu porteur. Mais il n'est pas devenu porteur comme par magie, c'est parce que c'est un discours qui a touché le cœur des masses. Un discours qui a réveillé
dans le cœur des populations d'Afrique, pas simplement du Sahel ou de l'Ouest, mais même d'Afrique centrale, ou dans la diaspora, qui a réveillé quelque chose qui était latent, quelque chose qui était endormi, quelque chose que le système néolibéral voulait briser. Et que l'aboutissement de ce travail et de ce discours et de ces mobilisations que nous menons depuis des années, à une époque, il n'y avait pas encore de dirigeants qui étaient dans cette ligne-là, d'accord, que l'aboutissement soit qu'on ait des dirigeants qui prennent aujourd'hui maintenant le pouvoir et qui rejoignent ce discours, qui s'en font les porte-étendards. Moi, je pense que ça ne peut être que positif. Certains vont nous dire, est-ce que c'est opportuniste ? Est-ce que c'est ? Vous savez, en politique, participation de la vie de la cité, ce qui compte, ce n'est pas les intentions cachées, mais ce sont les actes posés. Aujourd'hui, je n'oublierai jamais, il y a quelques semaines, lors de ma dernière tournée aux Antilles, pour voir nos populations opprimées par le gouvernement français, parce que les Antilles sont des colonies contemporaines, elles aussi, et les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. J'avais une maman en Guadeloupe qui a pleuré à la fin, qui m'a dit qu'elle ne pensait pas vivre aussi longtemps et voir l'Afrique se réveiller à travers l'AES, les dirigeants de l'AES et le combat que je mène et que Nathalie Yamb et que Europe Panafricanisme mène. Cette maman avait 70 ans environ. Pour moi, c'est la plus belle des réponses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout n'est pas parfait. Moi, je vous rejoins. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, que tout va bien. Ça fait écho depuis les territoires. Ça fait écho partout. On a été cette année, je crois que c'était en février ou en mars, toujours avec Urgence panafricaniste en Amérique du Sud, au Venezuela. Pareil, les populations afro-vénézuéliennes qu'on voit, les premières choses qu'elles me disent, elles disent « On voit le combat que vous menez en Afrique subsaharienne. On est fiers de vous. Le combat que vous menez là, vous êtes en train de faire reculer le néocolonialisme. » Ça touche tout le monde. Il y a l'inconscient qu'on a réussi à réveiller. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une dynamique globale, ce n'est pas une dynamique sous-régionale. Ça serait une erreur. Oui. Et est-ce que ce n'est pas aussi un discours de déresponsabilisation de l'autorité aussi, hein, parfois on a l'impression que c'est un refuge, ce discours-là, qui tend à justifier tout le problème par l'impérialisme. Ce n'est pas écouter mon discours que même si je sais que vous le connaissez, mais que vous faites peut-être l'avocat du diable, mais ce n'est pas écouter mon discours que de penser cela. Je fais partie de ceux qui ont dit le plus dans le monde noir francophone, et même au-delà, qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et que donc cela signifie qu'il n'y a pas de puissance impérialiste exogène s'il n'y a pas en priorité des failles à l'intérieur de nos États. Le combat d'urgence panafricaniste, là on va parler de ce que je fais et non pas de ce que d'autres font, mais de notre organisation, c'est un combat contre la malgouvernance. C'est ce qui m'a valu d'être interdit de rentrer dans plusieurs pays. La Guinée, sous Alpha Condé, m'a interdit de rentrer parce que je devais faire une tournée sur la malgouvernance. Je ne parlais même pas du néocolonialisme là. Alpha Condé m'a interdit de rentrer. Par la grâce de Dieu, il a été remplacé par quelqu'un d'autre par la suite qui m'a bien reçu. Au Togo, j'étais interdit de rentrer parce que Faure Gnassingbé, lorsque je devais venir pour une tournée contre la malgouvernance, n'était pas d'accord. Quand je critique Talon par rapport à la malgouvernance, il n'est pas d'accord non plus. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le problème c'est juste là. C'est trop facile. Et dire que le problème c'est juste l'Occident, c'est reconnaître de manière implicite que l'Occident est supérieur à nous. Tout à fait. Et qu'on ne peut rien faire par rapport à lui. Donc ce n'est pas mon message. Mon message c'est de dire que si on est assez fort pour être unis, pour être solide, pour avoir une gouvernance beaucoup plus adaptée à nos réalités, une gouvernance adaptée à nos réalités endogènes, beaucoup plus de justice sociale, pas pour autant l'anarchie. Parce que nos peuples confondent parfois la liberté et l'anarchie. Il y a un juste milieu entre les deux. Et que cette justice sociale est en adéquation avec un principe de souveraineté, il y a le croisement entre l'horizontal et le vertical, on rentrera dans une dynamique où, quelles que soient les velléités extérieures, on ne pourra pas tomber. Là, nous sommes à une séquence historique où nos pays sont bousculés par un terrorisme qui a été engendré par des puissances néocoloniales identifiées, le gouvernement français et le gouvernement américain. On a des dirigeants comme Patrice Talon qui pensent que c'est intéressant de nouer. Non, je le dis très clairement. Si quelqu'un vient assassiner une personne qui donnait beaucoup de force et qui stabilisait la sous-région, et que ces mêmes personnes qui viennent assassiner la personne qui stabilisait, qui protégeait la région, vient maintenant se présenter auprès de vous comme celui qui est le seul habilité à pouvoir pacifier le désordre qu'il a créé, mais qu'il n'ose même pas reconnaître, il faut vraiment être naïf au mieux, ou bête au pire, ou corrompu au pire des pires, pour
accepter, pour trouver normal que l'on accepte de travailler avec ces entités responsables de la destruction, de la déstabilisation de nos États. D'accord. Mais comme vous le dites, on doit pouvoir continuer justement à avoir un regard critique sur la gouvernance, même au sein de l'AES, parce que la guerre n'exclut pas le contrôle. Je comprends que vous y tenez et personne ne vous empêche de le... En tout cas, pas moi. Voilà. La guerre n'exclut pas le contrôle parce qu'après tout, il y a des ressoces qui continuent d'être gérées, qui doivent être bien gérées pour permettre aux soldats au front de pouvoir faire la guerre normalement. Voilà. Alors, entre le Bénin et son voisin, le Niger, là encore, c'est un spectacle qui n'honore pas les Africains. Les Africains qui s'entre-déchirent. À la limite, c'est des querelles d'ego. Mais on se dit, dans tout ça, où est-ce qu'on met les deux peuples? Non, ce n'est pas des querelles d'ego et ce n'est pas des querelles de peuple non plus. Parce que le peuple du Niger et le peuple du Bénin sont des peuples historiquement liés depuis tellement d'années. Justement, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte des intérêts de ces peuples-là, finalement. Et que c'est plus des questions de personnes. Non, c'est tout sauf des questions personnelles, malheureusement. C'est quoi alors? J'aurais bien voulu que ce soit des questions personnelles parce que ça aurait pu nous faire rentrer dans une dynamique de règlement de compte beaucoup plus facile. Quand ce sont des problèmes d'ego, il y a une tierce personne qui va venir, ou des sages qui vont venir, qui vont réunir les égos froissés. Ce n'est pas des questions d'ego. On a des pays. Le Niger, le gouvernement nigérien, s'est battu pour que l'armée française parte. D'accord? Ils se sont battus pour que le gouvernement, que l'armée américaine parte. Ils sont en train de partir. On a à côté une armée française qui se sent éconduite et vexée, d'accord, de cette expulsion, entre guillemets. On a le général Lecointre qui dit que les pays dans lesquels ils ont perdu leur influence, ils vont tout faire pour les récupérer, qu'ils n'hésiteront, c'est pas moi Kémy Séba qui le dit, c'est un général de l'armée française, et qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen, sur aucune forme de déstabilisation, pour reconnaître et réoccuper, recoloniser ce sont mes mots, mais réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et donc, dans ce climat incendiaire, on a le président de mon pays qui, dans un contresens historique spectaculaire, au moment où nos populations et nos mouvements sont en train de risquer leur vie pour faire partir ces forces néocoloniales, identifiées comme telles par les 3/4 du Sud global. Je faisais partie des invités des BRICS en tant que structure citoyenne observatrice. Je faisais partie des invités d'honneur des BRICS en tant que président d'urgence panafricaniste. Tout le Sud global est fatigué de l'arrogance et du néocolonialisme de l'oligarchie occidentale. C'est pas le Niger, c'est pas un pays, c'est pas 3 pays qui sont en train de dire ça, c'est un constat général. Oui, mais est-ce que Talon agit en dehors d'un espace et j'y reviens. qui a pris des décisions? Non. Les accords qu'il signe avec l'autorité française et avec les Américains, il n'y a aucun espace sous-régional qui l'impose de faire ça. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas vrai. Faure Gnassingbé, que je critique de manière viscérale, parce qu'en termes de malgouvernance, c'est un champion aussi, d'accord? Et en termes d'accointance avec l'Occident, il a pendant longtemps montré ses preuves, même si j'ai l'impression qu'il a peut-être un sursaut d'orgueil ces dernières années, qu'il est en train de changer petit à petit sa démarche. Pas assez vite à mon goût, mais reconnaissons cette réalité. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, il faut qu'on le dise. Mais Faure Gnassingbé, qui aurait pu être soumis aux mêmes réalités que Patrice Talon, a fait preuve de 10 fois plus d'intelligence que le président de mon pays. On peut le dire, d'intelligence politique en tant que telle. On peut le dire en étant froid et en étant critique des uns et des autres. Patrice Talon pense parce que je pense qu'il a véritablement un complexe politique vis-à-vis de l'oligarchie française de 1, et je pense que... Peut-être que c'est un choix non, assumé et non lié à une quelconque puissance impérialiste. Non, mais écoutez, quand vous travaillez avec une puissance impérialiste, que vous renforcez les liens au moment où les jeunesses de votre pays, les opinions publiques de votre pays, de son avis même... Peut-être que c'est de son avis même. Juste des choix gagnants-gagnants, comme on le dit, pareil pour la Russie aujourd'hui. Ah bon, la Russie a le passé... Pourquoi ça semble un problème quand des États veulent avoir des relations avec l'ex-puissance coloniale? À l'ex-puissance coloniale, vous dites l'ex. Bizarrement, tous les observateurs, un minimum spécialistes, ne parlent pas d'ex-puissance, ils parlent de néocolonialisme. Donc ce n'est pas une ancienne puissance coloniale. Si c'était une ancienne, je dirais, on n'a pas besoin de rabâcher le passé. Si c'est une ancienne puissance et qu'il n'y a plus de passif néocolonial, qu'il n'y a plus d'occupation néocoloniale, qu'il n'y a plus de pillage des ressources, qu'il n'y a plus de France-Afrique, je dirais, comme vous le dites, l'ex-puissance coloniale, faisons table rase du passé et avançons. Sauf, cher ami, cher frère, qu'on n'est pas dans l'ex-puissance coloniale. On est dans une puissance coloniale actuelle. Et ce n'est pas moi qui ai inventé le terme de néocolonialisme. Même l'association Survie, association française à 100%, blanche,
de peau, peut-être que ça rassurera certains à 100%, dit qu'il y a juste pour terminer mon propos, qu'il y a un problème néocolonial viscéral au sein des élites françaises. Et donc, quand Patrice Talon noue des partenariats avec la puissance néocoloniale, c'est pas une ex-puissance, c'est avec la puissance néocoloniale d'aujourd'hui. Premier point. Et deuxième point, je finirai ma réponse par là, qui, je le reconnais, me soulage et me plaît un peu. Je ne bouderai pas mon plaisir. La puissance américaine aujourd'hui est considérée, je voyage un peu partout, aux quatre coins du monde, comme une des plus grandes puissances néocoloniales aussi. Pas simplement par les Africains, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie. Et je constate juste une chose, c'est que l'opinion publique africaine, on parle de démocratie, demos kratein, c'est pouvoir au peuple. L'opinion publique africaine est en train d'exprimer quelque chose. Et je pense que l'intelligentsia, cerveau malade, je ne vise personne, mais cette intelligentsia déconnectée des masses, je ne parle pas de vous, vous l'avez bien compris, vous êtes un frère et un ami en off, mais devrait se préoccuper de ce que disent des millions de voix africaines, parce que ces voix-là, c'est elles qui font le monde politique. Ce ne sont plus les élites déconnectées des masses. Et ce que fait aujourd'hui la Russie, comment vous appelez ça? Très clairement, la Russie est un contre... Je vais être très clair. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs, je vous pose la question, j'en profite, mon discours au Parlement russe, où j'ai dit, et ça a déplu à beaucoup de Russes, j'étais invité d'honneur avec Nathalie Yam, devant une cinquantaine de délégations des parlementaires africaines, et devant les officiels russes, le président de la Douma et des ministres russes. J'ai dit que si la Russie, aujourd'hui que la Russie est devenue un partenaire dans cette guerre géostratégique entre les forces globalistes néolibérales et les forces souverainistes, il y a aujourd'hui une sorte de restructuration, d'une bipolarisation du monde. Hier, c'était l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, c'est les forces globalistes néolibérales occidentales ou proches de l'Occident contre ceux qui résistent à cette hégémonie occidentale. Mais j'ai dit que ce n'est pas parce que on se réunit tous contre l'arrogance de l'oligarchie occidentale que nous allons accepter, et vous pourrez checker, peut-être mettre ça dans l'émission, que nous allons accepter que la Russie songe, ne serait-ce qu'une seule seconde, à vouloir reproduire le processus colonial que les Africains ont subi de la France. Et si les Russes font ça, la manière dont nous combattons la France, je suis l'une des rares voix, peut-être l'une des seules à le dire, la manière dont nous combattons la France-Afrique, ça sera une manière même 2 fois pire que nous combattrons les autorités russes. Pour vous, je suis très clair dans ma démarche. Ce n'est déjà pas le cas, selon vous? Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples très précis. Les Russes sont dans nos mines, non? Non, mais vous estimez que ce qui se passe là, c'est dans l'intérêt des deux parties? Vous avez les chiffres? Puisque tout le monde est dans les mines, hein, depuis des années. Tout le monde est dans les mines, les Chinois sont dans les mines aussi. Bien sûr. Les Allemands sont dans les mines, tout le monde est dans les mines. D'accord. Je regarde les faits et je vois une présence russe mais vous savez, qui est là et qui ne fait que s'accentuer. En tout cas, qui fait que s'accentuer, mais dans un processus complet. On est un peuple du troc. On a un peuple de tradition du troc. C'est-à-dire qu'en échange d'un service, il y a un autre service qui est donné. C'est ce qu'on appelle le commerce. Maintenant, la question, ce n'est pas de savoir s'ils ont accès à de l'or que leur proposent les autorités ou pas. La question, c'est de savoir si c'est un deal gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit par rapport à la France tout à l'heure, ou pas. Et apparemment, de l'avis des sociétés civiles et de l'opinion publique en Afrique francophone, partout où je vais, je me retrouve moi-même en modérateur, parce que quand je vois dans des manifestations les gens qui brandissent les drapeaux russes parmi les nôtres, je dis... Brandir le drapeau russe, je ne trouve pas que ce soit intéressant. C'est mieux de brandir les drapeaux de notre pays. Et ce sont nos populations qui disent on fait ça pour défier l'Occident. Pour l'instant, ce que fait la Russie est bonne pour nous. Ce n'est pas Kémy Séba qui le dit. Donc je pense qu'il faut interroger le peuple pour savoir pourquoi le peuple se sent aujourd'hui beaucoup plus proche, par exemple, de la Russie ou de l'Iran, d'accord, ou de la Chine, quoi que je pense, par exemple, de la Chine, que des nations occidentales. Peut-être que les deals qui sont effectués sont des deals beaucoup plus gagnants-gagnants que le contraire. Il y a aussi ce débat sur la notion du peuple qui n'est pas tout à fait toujours bien éclairé, hein, parce que on pourrait se dire, c'est qui le peuple finalement? Est-ce que c'est le monde qui sort dans les rues pour soutenir le pouvoir ou comment on détermine cela? Je peux vous répondre. C'est un débat. Hein. Non, mais je vais vous répondre de manière très synthétique parce qu'on vit une époque extraordinaire. Oui. On vit une époque aujourd'hui où les hommes peuvent mentir, mais les chiffres montent moins. On a une période où les réseaux sociaux ont permis, pour le coup, la globalisation a permis au moins cet effet-là. Avant, les seules autorités, c'était les médias traditionnels. Je commence par RFI, les médias occidentaux, etc. Puis après, in extenso, nos médias locaux africains, les médias nationaux. Et donc, ce qui était parole d'évangile était la parole des médias. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un du village, quelqu'un qui vit dans sa case, quelqu'un qui vit dans sa petite maison, quelqu'un qui vit dans des conditions les plus humbles,
avec un micro, peut toucher une audience que parfois certains médias traditionnels ne touchent pas. Le peuple, c'est l'expression, ou j'ai envie de dire, la capacité de créer une masse critique qui elle-même devient porteuse d'une idée et d'un courant. Et la démocratie, c'est ça. La démocratie, quand quelqu'un vote, c'est pas tout le peuple qui vote. Il y a très souvent des abstentions, on est d'accord. Bien sûr. Mais ce qu'on compte, c'est la quantité majoritaire qui s'exprime comparée à une autre. Aujourd'hui, les agoras populaires, c'est les canaux sociaux. Et dans ces canaux sociaux, ce n'est pas moi qui le dis, pour le coup, ce sont nos ennemis, qui s'inquiètent, qui disent qu'aujourd'hui, les opinions publiques constituées, ce n'est pas Kémy Séba qui le dit, ce sont nos adversaires qui le reconnaissent eux-mêmes, que les réseaux sociaux constituent et structurent, ces opinions publiques expriment massivement une opinion d'opposition. Je termine parce que je pense que c'est très important vis-à-vis de l'hégémonie occidentale. Et c'est ce qui pousse l'élite occidentale à rentrer dans des débats. Je parle avec beaucoup de politiciens français opposés à la politique française aujourd'hui. Ils s'inquiètent. C'est eux-mêmes qui vous disent que les opinions publiques en Afrique, ça va dans une direction particulière. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse de la cécité. Ça ne veut pas dire que ces opinions majoritairement exprimées dans la sphère publique constituent la totalité. Ne mentons pas. Tout comme à l'époque de Sankara disait qu'il avait énormément d'adversité. Ah ouais. Voilà. Je dis cela parce que vous savez aussi comment l'opinion peut se construire sur les réseaux sociaux également. Vous savez que on sait là aussi comment ça se fait. Vous savez, les faux profils, il en existe suffisamment également. Et par la grâce de Dieu, nous, on fait partie de ceux qui ont émergé avant qu'il y ait des histoires de Russie ou autres, où on était déjà suivi par des millions de gens depuis la 2STV en 2014 et 2015. Ouais. Et donc, on fait partie des rares voix d'autorité qui peuvent parler. Ça, d'accord. Voilà, qui peuvent parler sans ces histoires de faux profils, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que il y a des gens, et il ne faut pas négliger cette réalité-là, qui sont dans une direction. On est dans un cycle historique. Et ce cycle historique ne signifie pas qu'on doit caricaturer la perception et dire que tout va bien dans la voie de l'autodétermination, tout est parfait. Non, c'est pas ce que je dis. Mais la complexité n'empêche pas le constat du réel. Oui. Et le constat du réel est qu'aujourd'hui, ceux qui étaient les faiseurs d'opinion traditionnelle, et cette opinion très francophile, occidentalophile, pour le coup, ce n'est pas votre cas, je le sais, d'accord, qui était faite présentée comme roi par l'opinion publique occidentale ou les médias occidentaux, cette opinion est en train d'être réduite à sa norme réelle. Et je ne cache pas, je ne vais pas cacher le fait que cette réalité me plaît beaucoup. On parlait tout à l'heure de contrats, de signature de conventions. Vous savez que le spécialiste français de l'uranium, Orano, va exploiter l'important gisement d'uranium d'Imouraren dans le nord du Niger. Les travaux justement préparatoires ont été lancés récemment. Comme quoi la France est toujours au Niger. Il y a des choses que je ne peux pas dire là maintenant, sinon je risquerais de créer un incident avant qu'il soit créé par d'autres. Mais que Orano ne se rassure pas trop. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Orano ne se rassure pas trop parce que il y a ce qui est dit, ce qui se prépare et ce qui se fera. Ah ouais. Et en tout cas, vous semblez dans le secret des dieux. Le temps vous confirmera que je le suis peut-être plus que vous ne l'imaginez. D'accord, voilà. Ok. Alors, en juillet justement 2023, l'année dernière, vous avez participé dans le cadre du 2e sommet du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, justement, à une session sur la construction justement d'un avenir commun. Il a été notamment question d'opportunités éducatives et scientifiques de la Russie pour l'Afrique. Quelles pourraient être justement ces opportunités? Moi, je dis très clairement que sur le terrain éducatif et sur le terrain scientifique, il y a un certain nombre de choses qui sont programmées, qui sont enseignées. Parce que je dis cela parce qu'on résume la Russie aux armes, malheureusement. Non, mais justement, et moi, je fais partie de ceux qui disent que la Russie doit aussi arrêter ce comportement qui consiste à croire que c'est juste un monde de guerre où elle est là pour livrer les fusils, les kalachnikovs, et se rentabiliser sur ce terrain-là après en travers différentes ressources, quelles qu'elles soient. Sur le terrain scientifique, sur le terrain éducatif, je suis peut-être un peu plus en recul dessus parce que je ne pense pas que sur le terrain éducatif on ait grandement à apprendre de la Russie. À part si cette éducation va dans le cadre des sciences, où en effet les Russes ont beaucoup à nous apporter. C'est un pays qui s'est développé, non pas en autarcie, mais en comptant sur ses propres ressources, sur ses propres forces, qui sont immenses, et qui a su
durant la période de l'Union soviétique, mais même lorsqu'on a brisé l'Union soviétique et qu'on a essayé d'isoler la Russie, qui a su se construire par lui-même, pour sa propre destinée. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à avancer sur ce terrain, même si je l'ai dit très clairement, il y a à prendre et à laisser. Parce que, comme je le dis, la Russie a son schéma et tout ce qui est russe n'est pas forcément en adéquation avec ce qui est propre à nos réalités. Et donc, sur ce terrain-là, encore une fois, on est très clair sur ce qui est de bon à prendre chez les Russes, chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Iraniens, chez les Turcs, chez les Cubains, chez les Vénézuéliens, et à apprendre partout. On a eu un mariage où on a été battu pendant de nombreuses années par l'oligarchie occidentale. Il y en a parmi les nôtres qui aiment être battus, et c'est pour ça qu'ils continuent, un peu comme le président Patrice Talon. Mais il y en a d'autres qui sont dans une dynamique différente, et je l'assume complètement. Alors, nous ne serons pas les marionnettes, nous ne serons les marionnettes de personne, si ce n'est de nos ancêtres. Et nous sommes les instruments de Dieu Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers. C'est ce que vous avez dit. Et puisque vous parlez de Dieu et des ancêtres, que pensez-vous de la place des religions traditionnelles africaines dans cette quête de souveraineté? Moi, je crois, en tant que traditionnaliste, qu'il faut qu'il y ait... L'Occident rêve qu'il y ait une guerre entre les religions traditionnelles et les religions révélées. Je navigue un peu partout sur le continent africain. Et mon obsession est de tout faire pour pouvoir réunir tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On est un peuple de tradition. Et même chez les nôtres qui sont chrétiens ou musulmans, il y a toujours des choses qui font de nous ce que nous sommes dans notre ontologie africaine. Et je pense qu'il faut que chacun respecte chacun. Que les chrétiens respectent les traditionalistes, que les traditionalistes respectent les chrétiens, que les musulmans respectent les traditionalistes et que les traditionalistes respectent les musulmans. On ne s'en sortira qu'en étant tous ensemble. Ici, au Faso, on a un président Ibrahim Traoré, de culture musulmane et de culture africaine, qui honore la démarche traditionnelle et qui honore tout ce qui a trait aux religions de tous et toutes. Je crois que nous sommes un peuple où l'œcuménisme doit primer, même si je pense que la tradition doit être plus que jamais revalorisée. Parce que nous sommes un peuple de tradition. La Chine est ce qu'elle est aussi parce qu'elle a su revaloriser ses traditions. L'Inde est ce qu'elle est aussi parce qu'elle a su revaloriser ses traditions. Et la religion aussi a toujours été aussi un outil de domination. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est important de le dire. Bon, Malcolm X vous dira que c'est parfois un outil d'émancipation. Je le concède aussi. C'est pour ça que j'essaie de... Cher Ahmadou Bamba vous dira que c'était un outil d'émancipation pour lui. Donc moi, j'ai une vision beaucoup plus complexe. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de la panafricanité fondamentale » où j'ai essayé de tracer une union entre les traditionalistes, les chrétiens et les musulmans, en disant qu'il y avait une unité métaphysique dans toutes ces composantes-là et qu'on retrouvait la même architecture quand on creusait. Et je parle en tant que traditionnaliste, mais en tant que traditionnaliste panafricaniste qui veut l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir la souveraineté. Donc, il faut revaloriser la tradition. Si demain vous me voyez dans les institutions au Bénin, peut-être que ça va arriver, peut-être plutôt que prévu, on n'en sait rien. La tradition sera une priorité, il faudra la remettre là où elle est, tout en respectant les croyances de chacun. C'est très important. Le gouvernement burkinabé, justement, a institué la date du 15 mai, donc la journée des coutumes et traditions. Tout à fait. Et c'est un acte historique très fort et qui fait partie des nombreux actes, je pense, sur lesquels on doit encourager votre président. Même si je sens que vous avez peut-être plusieurs remarques à faire depuis tout à l'heure, mais moi j'ai vu un président tout à l'heure et un frère très préoccupés par la situation de notre peuple. Ça ne veut pas dire que pour tous les citoyens, tout sera parfait. Mais j'avais vu votre ancien président Roch-Marc Kaboré, je n'avais pas senti la même préoccupation vis-à-vis du peuple. Je vous le dis sincèrement. Ça vous a reçu également? Tout à fait, avant de me faire arrêter. Ah ouais. Dès lors qu'il s'est rapproché de la France et que Macron lui a tapé sur les doigts parce qu'il recevait des voix dissonantes panafricanistes. Puis peut-être que la jeunesse y est pour quelque chose aussi. Vous avez vu justement au président Ibrahim Traoré de l'audace, de la fougue. On est de la même génération, on partage sur bon nombre de points les mêmes aspirations. Et je pense qu'il est important que l'on puisse comprendre que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui qui est générationnelle. Même si quand je vois le général Tiani, qui est un grand frère et qui est un père,
on ne peut pas résumer ça à une question de génération, parce que Tiani, pour moi, est un visionnaire extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui comprend les choses. Quand vous l'entendez parler du discours de civilisation, le discours de nos humanités classiques, le discours historique d'autodétermination, il fait partie des rares qui comprennent le degré des enjeux. Est-ce que Tiani, particulièrement, ne surfe pas un peu sur ce discours c'est ce que certains ont dit, parce qu'il était auparavant... En général, ouais, il était aux affaires, estimé que cette génération d'officiers bourgeois. Je l'entends, mais tous ceux qui ont fait une opération de restauration de l'État ont été dans le camp des dirigeants avant de passer de l'autre côté. La question n'est pas de savoir quand est-ce qu'ils passent, la question est de savoir quand ils passent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font. Et ce que le Niger a fait, c'est le dernier pays qui a opéré cette opération de restauration de l'État, pas de coup d'État, j'aime pas cette expression, mais ce qu'ils ont fait depuis, pour le coup, je vois beaucoup à l'intérieur de ce pays. Je peux vous assurer quand même qu'on avance dans une dynamique de souveraineté qui est réelle. Et si on pouvait au départ être prudent, légitimement, parce que quelqu'un qui a été avec les autorités précédentes, etc., qui du jour au lendemain bascule, on peut se dire, peut-être c'est de l'opportunisme, mais quand on voit ce qui est fait, quand on entend les projets, quand on assiste à certaines choses, où on reçoit certaines informations, je peux vous assurer qu'on n'est pas dans de l'opportunisme. Parce que, ne nous trompons pas, il est plus facile d'être dans la plantation que de vouloir en sortir. Les coups qu'ils reçoivent là aujourd'hui, très peu seraient capables de les accepter, de les encaisser. Les pressions qu'ils ont. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, vraiment. Et ce que je dis pour le général et le président Tiani, je le dis pour le président Ibrahim Traoré. La position dans laquelle il est une position extrêmement complexe. Quand il a pris le pouvoir, toutes les nations là, qui se disent refuser les soi-disant coups d'État, s'il avait accepté les marchés que les Occidentaux lui ont proposés, mais ce serait le président le plus chéri, et ce serait eux qui auraient dit que c'est le nouveau... C'est RFI qui aurait dit que c'est le Sankara du XXIe siècle. Il faut réfléchir à ça. Et je pense que hurler avec les loups n'est pas bon, même si la critique constructive est intéressante. Mais il y a un juste milieu. Un juste milieu. Voilà. Poutine réunit justement en Russie. Les militaires de l'AES devraient aussi peut-être aller vers là, en faisant peut-être des réformes d'une démocratie qui nous ressemble. Je vais vous dire, chaque pays a ses réalités. Et ceux qui résistent au mondialisme résistent aussi à l'uniformisation de nos sociétés. Ce que fait la Russie, la popularité de Poutine, moi, me touche, me parle beaucoup. Même si je peux avoir des critiques aussi, je connais très bien la Russie, je connais très bien les autorités russes, un secret pour personne, comme je connais les autorités iraniennes, comme je connais très bien les autorités vénézuéliennes. Tous ceux qui sont opposés à l'hégémonie occidentale, notre ONG n'hésite pas à être invité par ces dernières, ces forces-là. Mais ce qui se passe en Russie est propre à la Russie. Ce qui se passe en Afrique est propre à l'Afrique. On a nos réalités. Et donc demander à ce que, sous prétexte que Poutine a fait des élections, qu'ici, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas le même PIB, c'est pas la même, même s'ils sont en guerre eux aussi, dans un autre ordre d'idée, on n'est pas dans une déstabilisation de l'ampleur de ce que nous connaissons. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse voir chaque chose en son temps. Moi je fais partie de ceux qui auraient voulu que si Sankara n'ait pas été assassiné, qu'il puisse diriger pendant 20 ans, ça ne m'aurait pas dérangé. Moi, c'est Kémy Séba. Je sais qu'ici, il y a des gens de son vivant, comme il l'a dit dans sa dernière interview, il a dit « je me sens incompris par mon propre peuple ». Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Aujourd'hui, je vois tout le monde qui porte les t-shirts de Sankara, mais de son vivant, beaucoup de ceux qui sont ici l'ont combattu. Qu'on puisse le dire. Chaque peuple a sa réalité, et je pense qu'il faut qu'on soit capable de créer nos propres systèmes sur le terrain endogène. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et toujours est-il qu'il faut consulter le peuple. Tout à fait. Oui, trouver le moyen de consulter le peuple. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. Bon, moi, je ne suis pas encore président du Faso, mais si vous voulez, je pourrais transmettre ça au président du Faso quand je le verrai. Mais c'est à lui qu'il faut s'adresser. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à lui dire. Il faut lui dire. D'accord. Alors, en parlant de coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, vous dites également que d'autres pays vont rejoindre cette dynamique-là. Justement. J'ai dit, ils vont rejoindre la dynamique d'autodétermination. C'est vous qui avez résumé ça, la dynamique des coups d'État. Déjà, je n'utilise pas ce terme. Ah, d'accord. Je parle de restauration de l'État. Vous parlez de dynamique... De restauration de l'État et dynamique de souveraineté. Oui. Mais pas de coup d'État. Coup d'État est une appellation qui, généralement, n'est pas liée
par la suite une volonté d'expression populaire et de soutien de bon nombre de gens. Or, je trouve qu'au Faso, même si je sais qu'il y a des opposants au président, j'en vois aussi, j'en croise dans la rue quand ils me reconnaissent, etc., et qui me saluent, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le président. Penser que ceux qui critiquent sont majoritaires, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Bon, c'est difficile, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on le verra, on le verra prochainement. Voilà. Tant que mais là, il y a eu, la dernière fois, le président a été élu, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ce sont des assises nationales, justement. Voilà. Et dans ces assises, quel est votre regard sur ces assises nationales? C'est déjà une bonne chose de repartir, parce que c'est ce que disent les textes, de repartir vers ces assises. Donc vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on fait de la suite de la transition? Donc vous êtes satisfait sur ces assises? Je ne saurais le dire, mais déjà, l'approche est là, même si... Je vous entends faire des critiques, même si vous êtes content de... Il y a des Burkinabés qui estiment que l'ensemble des forces vives, en tout cas, les acteurs les plus représentatifs, n'ont pas été de la partie, par exemple. Ah bon, comme qui? Quand vous voyez, par exemple, les partis politiques les plus représentatifs n'étaient pas à ces assises. Pourquoi? Ils ont donné leurs raisons. Oui. Et elles étaient lesquelles? Je les ai entendues. Il y a la suspension des activités des partis politiques qui est toujours en cours. Ils estiment que dans ce contexte-là, c'est difficile de se réunir pour désigner des représentants. Et puis, vous savez qu'en temps de guerre dans un pays dont je critique la politique de manière constante, et un président, un homme politique que je méprise profondément politiquement, mais qui est un héros pour les Français, le général de Gaulle, vous savez qu'en temps de guerre, en temps de tension, les partis politiques étaient suspendus. Ce n'est pas une norme spécifique au Faso. Tous les pays qui sont en guerre... et si les partis politiques sont suspendus, à quoi ça sert de les inviter alors? Mais c'est pas parce qu'on suspend une structure qu'on fait disparaître l'entité civique des personnes qui sont à l'intérieur de cette structure. Mais les personnes à l'intérieur ne peuvent pas décider sans les structures. Moi, je vous donne un exemple. C'est des outils démocratiques. Non, je vous donne un exemple pour montrer que ce que vous dites là, pour le coup, ne tient pas. Malgré tout, toute mon affection pour vous. Moi, je suis dans un pays qui s'appelle le Bénin, où la plupart des partis politiques et des structures politiques qui sont en désaccord avec la direction très france-africaine de notre président ne sont même pas autorisés à exister politiquement. On n'a même pas le droit d'avoir le récépissé pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous réunir? Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous exprimer? Je suis plus audible, moi, qui n'ai pas la reconnaissance de ces gens-là, que la plupart des gens de la classe politique béninoise. Ça doit bien faire comprendre que quand on veut se faire entendre, il y a toujours des moyens de le faire. Et là, on a la chance d'avoir dans ce pays, vous dites que les structures politiques ne sont pas reconnues en tant que telles ou n'ont pas le droit. Il y a une suspension. Mais malgré tout, il a convoqué les gens pour qu'ils puissent venir s'exprimer. Je pense qu'à un moment donné, certains veulent cracher dans le puits et d'autres veulent y prendre de l'eau. Moi, je pense que, comme me dit l'adage des anciens, c'est l'avis de beaucoup de gens, je pense. Alors, justement, puisqu'on parle de politique, on est pratiquement en fin d'émission. Déjà Kémy Séba, candidat à la prochaine présidentielle au Bénin? Vous savez, on est dans un pays... Parce qu'on en entend parler. Oui, beaucoup de gens, on ne va pas le cacher, beaucoup de gens au Bénin le souhaitent, mais je vais être très clair. Comment parler d'élection quand le code électoral exclut les 3/4 des candidats, et pour le coup, qui n'ont pas le droit de concourir? Auparavant, il y avait des candidatures libres qui étaient autorisées. Et c'était le meilleur gagne, celui qui était le plus capable de toucher le peuple. Patrice Talon a cassé l'opposition, a exclu l'opposition. Et les gens disent... C'est pareil au Sénégal. Écoutez bien, les parrainages. Non, parce que la différence, c'est que les parrainages, ça ne nécessite pas qu'il y ait un parti homologué par le pouvoir qui puisse se présenter. C'était pas pareil. Tout ça pour vous dire, et pour répondre à votre question qui était importante, que moi, je serai dans les institutions au Bénin prochainement. Ah oui? C'est sûr. Non, ça viendra tôt ou tard. Mais j'ai le temps, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans. Mais je ne participerai pas à des élections truquées. Et tant qu'il n'y aura pas de modification du code électoral, il n'y a rien qui pourra se faire. Et il n'y aura pas d'élection, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important, il n'y aura pas d'élection avec ce code électoral-là. Là, vous voyez que partout, c'est les mêmes problèmes. Vous mélangez les problèmes. Au Burkina, on dit on est suspendu, on ne peut pas participer à des assises que certains qualifient de mascarade. Vous savez, mon cher frère, il faut coûte que coûte participer, mais de l'autre côté... Je sais que vous faites semblant de ne pas comprendre, mais je ne vous en veux pas, parce qu'en dehors, vous avez un autre discours, mais vous faites semblant de ne pas comprendre qu'il y a les problèmes horizontaux, les problèmes verticaux. Vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui résiste à un système qui est responsable de la déstructuration de notre vie politique depuis trop d'années. Nous, on a à la tête de notre pays quelqu'un qui collabore massivement
à ce système néocolonial qui est responsable du délitement de nos structures politiques depuis tant d'années. Et si la sous-région est malade, elle est malade en priorité, parce qu'on a des élites comme celle de mon pays qui ont décidé d'agir en vassaux des entités exogènes que j'ai précitées. Et donc, mélanger les problèmes du Faso, qui réside avec un dirigeant qui résiste à la guerre, avec les problèmes du Bénin, où on a un dirigeant qui collabore avec les faiseurs de guerre, je trouve que c'est objectivement de la naïveté politique. L'autre sujet vous concernant justement l'actualité, c'est aussi cette affaire de déchéance de nationalité. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ça? Écoutez, moi j'ai brûlé mon passeport, donc pour moi l'histoire elle est réglée. Et le Conseil d'État apparemment est très embêté en France parce qu'ils estiment que la décision du ministre de l'Intérieur n'est pas si légale que ça. Normalement la décision de déchéance aurait dû sortir depuis longtemps, mais ils sont très embêtés parce que la procédure du ministre de l'Intérieur a été un peu bâclée. Ils n'ont pas fait leurs choses intelligemment. Moi j'ai brûlé mon passeport, ce qui est un acte civique fort, même si je sais que j'ai toutes les chances de le garder, d'accord. Et j'ai rédigé une lettre que j'ai donnée à mon avocat Juan Branco, qui est un avocat et un militant anti-impérialiste français, qui stipule que si le Conseil d'État me donne raison, la lettre sera donnée que j'abandonne moi-même la nationalité. Parce que je suis à une période de notre combat politique où je crois qu'il est important de créer, même si le Conseil d'État risque de me donner raison, de créer une scission. Non pas avec le prolétariat français que j'aime profondément et dont je suis très proche de beaucoup de gilets jaunes, de beaucoup de structures prolétariennes, mais c'est en dénonciation de la politique néocoloniale du gouvernement que je suis arrivé à cette réflexion. Pendant un certain nombre d'années, j'estimais que ce n'était pas nécessaire de le faire. Et certains Africains trouvaient que c'était un paradoxe quand même. Ils ont le droit. Bon, Aimé Césaire est né en France, il était plus anti-impérialiste que beaucoup de corrompus ici. Donc la question n'est pas ou ailleurs, ou au Bénin ou ailleurs. C'est pas parce que vous naissez dans un pays que vous êtes, comment dirais-je, vous devez être d'accord avec la politique criminelle de votre pays. J'en suis la preuve. Je suis béninois, je suis contre la politique de mon président. Je suis né en France, je suis contre la politique de la France. Malcolm X est né aux États-Unis, c'était l'un des pires détracteurs de la politique américaine. Il faut qu'on élève nos cerveaux. Sinon, on va risquer de tomber dans la naïveté. Maintenant, par contre, quand je brûle ce passeport, c'est un signal aussi pour les nôtres qui sont prêts à tout pour la France, qui pensent que sans la France, ils ne sont rien. Leur dire qu'on peut exister sans la France, qu'on peut mener nos vies sans la France, qu'on peut mener nos vies sans les avantages de la France. Je perds beaucoup en le brûlant. Si je veux, demain, je me lève et je fais une demande pour le obtenir. Parce que comme je vous dis, normalement, la décision du Conseil d'État aurait dû être donnée depuis longtemps. Et mon avocat et d'autres spécialistes disent que si le Conseil d'État n'a pas réagi, c'est parce qu'ils sont très embêtés par rapport à cette décision. Est-ce que ce n'est pas quand même irrespectueux de brûler un passeport? Si vous saviez le nombre de Français, blancs prolétaires, qui m'ont écrit et qui étaient émus aux larmes du geste que j'ai fait, parce qu'ils ont compris le message que je donnais. Ils ont compris ce que dans mon discours, j'ai bien dit que je n'attaquerai jamais le peuple français. J'attaque l'oligarchie. Il faut que vous veniez un jour à mes meetings que je fais dans la diaspora, on réunit comme en Afrique des milliers de gens, et vous verrez que s'il y a une majorité de noirs, mais on a aussi plein de blancs qui viennent. Les gens comprennent que c'est à l'élite corrompue que je m'attaque, pas au peuple. Quand Mandela brûlait son laissez-passer en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, certains ont dit la même chose. C'est irrespectueux vis-à-vis. Le passeport, c'est un symbole, c'est comme le drapeau. Mais certains Français ne sont visiblement pas d'accord avec vous. Mais je rebondis dessus. Quand Mandela, et je ne me compare pas à mon aîné, que j'aime profondément, brûlait le document officiel sud-africain en dénonciation des lois injustes, de la politique injuste de l'Afrique du Sud, qui était l'équivalent du passeport à l'époque. Les gens ont dit c'est irrespectueux pour le pays. Mandela a dit tant que ce pays aura une politique raciste, ségrégationniste et impérialiste, je ne veux pas avoir ce document. L'histoire lui a donné raison. Donc soyons patients avec l'histoire. Voilà. Nous sommes en fin d'émission. Je regrette que ça soit passé si vite, mais je suis très content de cette interview. Oui, très content et justement avec beaucoup d'espoir pour l'AUS. Vous pensez que la dynamique, elle est enclenchée? Beaucoup d'espoir. L'espoir n'exclut pas le contrôle, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus d'espérance par rapport à ce qui se passe ici que dans bon nombre d'endroits dans le monde. Est-ce que ce débat sur le retour ou pas de l'AUS dans la CEDEAO Moi, je ne suis pas d'accord avec... je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas,
Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non? Moi, j'ai plus de distance critique avec eux. Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture. Et puis maintenant, il y a la praxis. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas. Si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'Alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être un nouvel acronyme, ça sera peut-être une nouvelle appellation, ce sera peut-être la SAO, j'en sais rien. Mais la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Les peuples se sentent trahis, beaucoup de gens se sentent trahis. Je ne parle pas... Diomaye Faye a venir pour qu'ensemble, on puisse de l'intérieur transformer les choses. Les révolutions de l'intérieur ont montré généralement qu'elles échouent. Et de ce que je vois de Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus inspiré par un système qui l'a précédé que lui qui aspire le système. C'est ce que je pense. Donc moi, en tout cas, je souhaite bonne chance là-bas, mais je me sens beaucoup plus proche, clairement, d'un pays comme le Niger, d'un pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Diomaye Faye aujourd'hui, très clairement. D'accord. Ça sera donc tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci Kémy Séba d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci à vous. Ça sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.